À 4h30 du matin, quand Léon dormait encore, enveloppé d'une brume froide, Manon Dubois était déjà debout. Le réveil n'avait même pas besoin de sonner. L'inquiétude fonctionnait mieux que n'importe quelle alarme. Tandis qu'elle enfilait ses chaussures usées qui s'obstinaient à percer toujours au même endroit, elle entendait la respiration difficile de sa mère dans la chambre d'à côté. Madame Sylvie Dubois luttait contre un cancer qui dévorait non seulement son corps, mais aussi les économies qui n'avaient jamais existé. Le café, le matin doux, se trouvait dans le vieux Lyon serré entre des immeubles de bureaux qui vomissaient des cadres pressés pendant la journée. Manon arrivait toujours avant 5 heures, quand les rues appartenaient encore aux chats et aux sans-abri. Elle allumait les lumières une par une, préparait la première fournée de viennoiserie, organisait les tasses, toujours les mêmes tasses ébréchées que Thibault le roi, refusait de remplacer parce que les pauvres ne remarquent pas ces choses. À 6 heures pile, tel un mécanisme suisse rouillé mais fonctionnel, la clochette de la porte sonnait doucement. C'était lui, Monsieur Antoine, avec son chapeau usé, son pantalon en toile élimée, sa chemise à carreaux délavée. Sa canne en bois simple marquait un rythme hésitant contre le carrelage froid. Ses mains tremblaient tellement que Manon avait appris à ne remplir la tasse qu'à moitié pour éviter les déversements. « Bonjour, Monsieur Antoine », disait-elle toujours avec le même sourire authentique, celui qu'elle réservait à peu de monde. L'habituel « Si ce n'est pas trop vous demander, ma fille », répondait-il, la voix rauque mais douce, les yeux bleus passés qui semblaient porter le poids de tant d'histoires. Manon n'attendait pas qu'il le demande. Elle préparait déjà le café léger, le seul qu'il pouvait boire sans se sentir mal, 2 tartines beurrées à point, ni trop ni trop peu, et un verre d'eau sans glaçon car le froid blessait ses dents sensibles. Quand ses mains tremblaient trop, elle tenait la tasse discrètement, feignant de nettoyer la table pour ne pas blesser son orgueil. Ils discutaient de choses et d'autres. La météo incertaine entre hiver et printemps, les arbres de la place qui s'obstinaient à perdre leurs feuilles hors saison, sa santé qui allait bon an mal an, la mère de Manon qui luttait. C'était 20 minutes, une demi-heure tout au plus, mais pendant ce temps Manon ressentait quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. C'était comme si prendre soin de ce vieil homme fragile soulageait, ne serait-ce qu'un peu, le poids de ne pas pouvoir faire plus pour sa propre mère. Comme si la gentillesse pouvait, d'une manière mystérieuse, revenir multipliée. La paix, cependant, se brisait toujours avec les pas lourds de Thibault le roi descendant du bureau. 1,80 m d'arrogance, un ventre de bière chère projeté en avant tel un bouclier, une fausse montre Rolex qu'il jurait être authentique. Thibault avait hérité du café de son père, mais n'avait hérité d'aucune once de décence. « Manon !» hurlait-il même à 2 mètres. « Vous faites de l'assistance sociale. Encore ? Ici, ce n'est pas un asile, bordel !» Monsieur Antoine se recroquevillait sur sa chaise. Manon sentait le sang lui monter à la tête, mais elle avait besoin de son emploi. « C'est un client, monsieur Thibault. Il paie toujours correctement, » répondit-elle, maîtrisant sa voix. « Client ?» Thibault s'approcha de la table, son haleine de cigarette et de café réchauffé, envahissant l'espace. 4 € pour un café et une tartine? Ça ne paie même pas l'électricité qu'il consomme à rester assis là. Regardez-le, il occupe la table de la vitrine. Et si quelqu'un d'important entre, ils vont penser que c'est une cantine pour indigents. Les mots tombèrent comme de l'acide. Manon vit monsieur Antoine tenter de se lever, ses mains cherchant appui sur la table. « Je n'ai pas besoin de causer de dérangement », murmura le vieil homme, sa dignité luttant contre l'humiliation. « Je peux prendre mon café ailleurs. »« Vous n'irez nulle part, monsieur. » Manon s'interposa entre eux, ignorant le regard assassin de Thibault. « Il est notre client depuis des mois, toujours poli, toujours ponctuel. » Camille, l'autre serveuse, apparaissait toujours dans ces moments-là, tel un vautour attiré par la charogne. Blonde peroxydée, ongles en gel impeccables, qu'elle prenait soin de tambouriner sur le comptoir, l'envie distillée sous forme de femme. « Thibault a raison, Manon, » dit-elle d'une voix mielleuse. « Tu passes trop de temps avec ce vieil homme. Pendant ce temps, les autres tables attendent. Hier encore, la table 7 s'est plainte. » C'était un mensonge. La table 7 n'avait même pas été occupée hier. Mais Camille savait jouer le jeu. Elle savait alimenter la paranoïa de Thibault. Elle savait que plus Manon s'enfoncerait, plus elle grimperait. Monsieur Antoine réussit finalement à se lever. Les pièces qu'il laissait toujours sur la table, 4 € comptés, pas un centime de plus ni de moins, tintèrent lorsque sa main tremblante les poussa. « Merci pour votre gentillesse, Manon, » dit-il,
et il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. « Vous êtes une bonne fille. Votre mère est fière de vous. » Après qu'il fut sorti, boitillant par la porte, Thibault s'approcha dangereusement de Manon. « Écoute-moi bien, gamine. Je paie ton salaire de misère. Je ne te paie pas pour que tu aies pitié d'un vieux gâteux. Si je te revois perdre ton temps avec lui, tu es viré. Compris ? » « Compris, » répondit Manon, mais ses poings étaient serrés si fort que ses ongles laissaient des marques dans ses paumes. Ce soir-là, alors qu'elle préparait la soupe claire qui serait le dîner, Manon raconta tout à sa mère. Madame Sylvie Dubois, même avec le corps dévasté par la chimiothérapie, avait encore du feu dans les yeux. « Ma fille, dit-elle, serrant la main de Manon avec une force surprenante, l'humiliation n'est pas celle de monsieur Antoine. C'est celle de ce patron qui pense que l'argent achète le droit de piétiner les autres. Tu as bien fait. Fais toujours ce qui est juste, même quand ça fait mal. » Les semaines suivantes furent une danse délicate. Manon continuait de servir monsieur Antoine, mais désormais avec une efficacité étudiée, assez rapide pour ne laisser aucune place aux reproches, assez attentive pour qu'il ne renverse pas son café sur ses mains tremblantes. Thibault rôdait tel un requin flairant le sang, Camille distillait son venin à chaque occasion. « Vous savez, j'ai vu le vieux arriver en Uber l'autre jour » lança Camille, jetant sa bombe par un après-midi calme. « Uber, qui prend un Uber et paie son café avec des pièces comptées ?» Manon feignit de ne pas entendre, mais quelque chose commençait à s'agiter dans son esprit. Il y avait d'autres détails. La montre que monsieur Antoine portait. Simple, mais, en y regardant bien, c'était une authentique Patek Philippe, déguisée avec un bracelet bon marché. Les chaussures, usées mais en cuir italien véritable. La façon dont il tenait sa tasse quand il pensait que personne ne l'observait, fermement, sans le moindre tremblement. Un matin de juin particulièrement froid, monsieur Antoine arriva plus abattu. Manon le remarqua immédiatement. Elle était devenue experte dans la lecture des nuances de ce visage ridé. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle en servant le café. « Léa est de nouveau à la clinique, laissa-t-il échapper, puis sembla le regretter. Une personne chère. Elle est malade. » « Je suis désolé. » Manon toucha doucement sa main. La peau était froide, mais elle sentit quelque chose. Une texture bien trop douce pour des mains qui auraient prétendument travaillé toute une vie. C'est alors que tout changea. La porte du café s'ouvrit avec force. Ce n'était pas le tintement doux de la clochette, mais un fracas d'urgence. 3 hommes en costume entrèrent, de vrais costumes, pas ces imitations que Thibault portait. Hugo Boss, Armani, le genre de vêtements qui coûtait plus que Manon ne gagnait en 3 mois. 2 gardes du corps les suivaient, discrets mais imposants. Le café entier se figea. Thibault dévala pratiquement l'escalier, son visage alternant entre terreur et avidité. « Messieurs, bienvenue au Matin Doux, je suis le propriétaire Thibault Leroy, en quoi puis-je » Ils l'ignorèrent complètement. Ils marchèrent directement vers la table près de la fenêtre, où monsieur Antoine prenait son café à 4 €. « Monsieur Delacroix, dit le plus grand, la voix respectueuse mais urgente. La situation s'est aggravée. Léa vous demande. »« Monsieur Antoine ?»« Non, monsieur Delacroix, » soupira profondément. « Olivier, j'avais dit que j'avais besoin d'une matinée de plus. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, nous n'avons plus une matinée. Le docteur Andrade a dit que c'était maintenant. » Manon se plaça instinctivement entre eux et le vieil homme, l'instinct protecteur plus fort que la raison. « Hé, qu'est-ce que vous lui voulez ?»« Olivier. » Elle connaîtrait son nom complet plus tard. Maître Olivier Rousseau, l'un des avocats les plus chers du pays, la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'approbation. « Mademoiselle Manon, n'est-ce pas? Monsieur Delacroix parle beaucoup de vous. »« Manon !» Monsieur Antoine se leva, et maintenant, il n'y avait plus aucun tremblement dans ses mains lorsqu'il toucha son bras. « Tout va bien, je dois partir, mais avant, il faut que tout le monde ici sache quelque chose. » Il se tourna vers Thibault, qui avait tellement pâli qu'il semblait fait de papier. « Monsieur Leroy, pendant 3 mois, j'ai pris mon café dans votre établissement. J'ai vu comment vous traitez vos employés. J'ai vu les contrats de travail non respectés, les retards de salaire, les humiliations quotidiennes. » Maître Rousseau. Maître Rousseau ouvrit une chemise. « L'inspection du travail, l'URSSAF, les services d'hygiène, toutes les irrégularités sont documentées. Vous avez 48 heures pour tout régulariser ou vous ferez face aux conséquences. » Mais... Thibault balbutia. « Qui êtes-vous, monsieur ?»
Antoine Delacroix. Peut-être connaissez-vous le groupe Delacroix. BTP, centres commerciaux. Cette nouvelle tour au centre-ville que vous admirez tant, c'est la mienne. Le silence fut si absolu qu'on entendait le café goûter dans la cafetière. Camille laissa tomber le plateau qu'elle tenait. Le fracas de la vaisselle brisée sembla réveiller tout le monde de la torpeur. Monsieur Delacroix, je ne savais pas. Thibault tentait de se reprendre, la sueur ruisselant sur son front. Bien sûr, vous êtes toujours le bienvenu. Manon, servez ce que monsieur Delacroix désire. C'est offert. Camille, nettoyez ce désordre. Trop tard, monsieur Antoine dit, et il y avait de l'acier dans sa voix. Manon, j'ai besoin que vous veniez avec moi, tout de suite. Elle travaille. Thibault explosa, le désespoir l'emportant sur la peur. Manon, si vous franchissez cette porte, vous n'avez pas besoin de revenir. Manon regarda monsieur Antoine. Non, monsieur Delacroix. Elle vit dans ses yeux quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. Confiance, promesse, destin. Alors je ne reviens pas, dit-elle, retirant son tablier et le jetant au sol. Alors qu'ils marchèrent vers la porte, monsieur Delacroix s'arrêta et regarda une dernière fois Thibault. « Ah, monsieur le roi, cette proposition d'achat que vous avez reçue la semaine dernière pour le café, c'était mon entreprise. Offre annulée. Vous aurez besoin de cet endroit pour payer les amendes qui s'en viennent. Pardonnez-moi pour la comédie, monsieur Delacroix dit pendant que la voiture glissait dans les rues. Mais je devais m'assurer. M'assurer de quoi? Qu'il existe encore des gens comme vous, qui traitent un vieil homme tremblant avec dignité, non pas parce qu'il peut payer, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Il raconta tout pendant le trajet vers la clinique Saint-Georges. La fortune bâtie de zéro, en commençant par une petite entreprise de BTP héritée de son père. Son mariage avec Béatrice, l'amour de sa vie, diagnostiqué d'un lupus à 40 ans. Sa fille Léa, qui avait hérité non seulement de la beauté de sa mère, mais aussi de la maladie auto-immune qui la maintenait captive entre hôpitaux et traitements expérimentaux. La mort de Béatrice, 5 ans plus tôt, l'avait laissée perdue dans un monde de richesse dépourvu de sens. Après la mort de Béatrice, je me suis retrouvé entouré de gens qui ne me voyaient que comme un coffre-fort. Des médecins qui promettèrent des miracles pour des fortunes, des employés qui souriaient en calculant leurs pourboires, des amis qui n'apparaissaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Puis Léa a fait une crise grave il y a 3 mois, et quelque chose en moi s'est brisé. J'avais besoin de savoir s'il existait encore de la vraie bonté dans ce monde. J'avais besoin de trouver quelqu'un qui prendrait soin d'elle, non pas pour l'argent, mais par amour. Et vous êtes allé prendre un café déguisé en homme modeste? Pathétique, n'est-ce pas? Il sourit tristement. Mais ça a marché. Je vous ai trouvé. La clinique Saint-Georges était un autre monde. Du marbre italien au sol, des œuvres d'art au mur, des médecins qui semblaient tout droit sortis de publicité pour parfum. Léa était dans la suite présidentielle. Oui, les hôpitaux ont cela. Entourée de machines qui semblaient maintenir l'air même qu'elle respirait. Elle était d'une beauté fragile, comme ces poupées de porcelaine qu'on n'ose toucher. Ses cheveux noirs étaient éparpillés sur l'oreiller de soie, sa peau trop pâle, ses yeux du même bleu délavé que ceux de son père, mais avec une intensité que la maladie n'avait pas réussi à lui voler. « Papa ?» Sa voix était faible mais ferme. « C'est elle, la jeune femme du café ?»« Oui, ma chérie. Manon, voici Léa. » La fameuse Manon. Léa sourit, et il y avait de la malice en elle. « Papa ne cesse de parler de vous. La jeune femme qui tient les tasses tremblantes et affronte les patrons abusifs. » Quelque chose passa entre elles à ce moment-là. Manon n'aurait su l'expliquer, mais c'était comme reconnaître une sœur qu'elle n'avait jamais eue. Elle passa les heures suivantes là, tenant la main de Léa pendant qu'elle dormait, écoutant Antoine raconter des histoires de quand sa fille était enfant, avant que la maladie ne montre ses griffes. Ce fut maître Olivier Rousseau qui ramena la réalité. « Monsieur Delacroix, nous avons un problème. Thibault Leroy est en train de mobiliser des avocats. Il a découvert qui vous êtes et prépare un procès. Allégation de contraintes, de dommages et intérêts, de harcèlement moral inversé. Il est en train d'inventer des catégories juridiques. »« Qu'il essaie, dit Antoine, fatigué. Il y a plus. Camille Bonnet a contacté la presse. Elle vend une histoire sur le milliardaire qui se déguise pour humilier les travailleurs. Il y a des photos, des enregistrements édités. » Manon sentit son estomac se nouer. Des enregistrements. Elle enregistrait tout au café. Téléphone caché. « Mais ne vous inquiétez pas, mademoiselle Manon, nous avons les ressources pour... »« Non,
interrompit Manon. Je ne veux pas de ressources, je ne veux pas de guerre, je veux juste prendre soin de ma mère et... Manon. Léa serra sa main avec une force surprenante. Vous ne comprenez pas. Ils ne s'arrêteront pas. Des gens comme Thibaut et Camille, ils voient la bonté comme une faiblesse. Si vous ne vous battez pas, ils vous détruiront simplement parce qu'ils le peuvent. Et Léa avait raison. 2 jours plus tard, l'histoire explosa. Un milliardaire sadique se déguise en mendiant pour tester ses employés. Camille vendait sa version dans toutes les émissions de la presse à scandale. Thibaut apparaissait en costume neuf, pleurant comme une victime d'un plan cruel. Ils montrèrent des photos éditées de Manon. Sorties de leur contexte, elles semblaient la montrer riant de Monsieur Delacroix, alors qu'en réalité, elle riait avec lui d'une blague anodine. La mère de Manon fut approchée par des reporters. Ils lui crièrent des questions sur le passé du père de Manon. Il avait été arrêté pour vol 20 ans auparavant, une erreur de jeunesse qu'il avait payée, mais qui était maintenant utilisée comme preuve que la criminalité était une tare familiale. Madame Sylvie Dubois eut une aggravation de son état et dut être hospitalisée en urgence. Manon était dévastée. Mais quelque chose changea quand Camille apparut à sa porte par une nuit pluvieuse. « J'ai besoin de vous parler. » Camille était méconnaissable, sans maquillage, les yeux rouges, les mains tremblantes de vrai. « Vous venez m'humilier personnellement maintenant. »« Non, Manon, écoutez. Thibaut, il est allé trop loin. Je pensais que c'était juste une question d'argent, de poursuivre le riche, de gagner de l'argent. Mais il a engagé des gens, Manon, des gens dangereux. Il veut vous détruire tous. Il a un dossier sur la maladie de Léa, des photos d'elle à la clinique Saint-Georges, des informations médicales qu'il ne devrait pas avoir. Il va tout divulguer, dire qu'elle a le sida, que le vieil homme a la démence. Et vous? Il a forgé des documents, Manon. Il a fait croire que vous aviez volé au café, que vous aviez séduit le vieil homme pour de l'argent. Pourquoi me racontez-vous cela? Camille commença à pleurer. Parce que j'ai vu ce que vous avez fait, vraiment vu. Tous ces matins, vous prenant soin de lui sans savoir qui il était. Je vous ai vu partager votre déjeuner avec des mendiants sur la place. Je vous ai vu pleurer dans les toilettes quand vous n'aviez pas d'argent pour le médicament de votre mère. Et pourtant, le lendemain, vous avez acheté son café avec votre propre argent quand Monsieur Delacroix avait oublié son portefeuille. Je vous envie, Manon. J'envie d'être quelqu'un qui arrive à être bonne même quand le monde est cruel. Et moi, j'ai tout enregistré. Les vraies conversations de Thibaut, ses plans, ses contacts avec les criminels. Prenez ça. Elle tendit une clé USB à Manon. Tout est là. Les preuves qu'il fraude le fisc depuis des années, qu'il a du travail non déclaré dans sa propriété rurale, qu'il a détourné de l'argent des cantines scolaires quand il était conseiller municipal. Et il y a les enregistrements de lui planifiant de vous détruire. La conférence de presse fut fixée à un jeudi, 2 semaines après l'explosion du scandale. Thibaut loua le salon noble de l'hôtel le plus cher de Lyon. Il paya le voyage et l'hôtel aux journalistes de Paris et d'autres grandes villes. Il prépara un spectacle d'horreur. Il monta sur scène tel un gladiateur dans son arène. Un costume Armani authentique cette fois, acheté avec l'avance qu'il avait obtenue d'un usurier, certain de sa victoire. Un PowerPoint préparé avec des photos manipulées, des documents falsifiés, un récit de destruction. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, la voix modulée par le coaching médiatique qu'il avait payé avec de l'argent qu'il n'avait pas. « Je suis ici pour dénoncer un plan cruel de manipulation et d'abus de pouvoir. Antoine Delacroix, milliardaire sadique, s'est infiltré dans mon humble établissement pour jouer à Dieu avec des gens travailleurs. Il montra des photos retouchées, raconte des histoires inventées, exhiba des documents falsifiés avec une expertise qui avait coûté une fortune. L'assemblée de journalistes tapait frénétiquement, le scandale de l'année leur étant servi sur un plateau d'argent. Et voici, il atteignit le climax, des preuves que Manon Dubois, séductrice entraînée, fille de criminel, a profité d'un homme âgé atteint de démence pour lui voler sa fortune. C'est alors que les portes de la salle s'ouvrirent. Antoine Delacroix entra le premier, non pas courbé et tremblant, mais droit et puissant. Léa à ses côtés, en fauteuil roulant mais la tête haute comme une reine. Manon suivait, et il y avait quelque chose de différent en elle. Ce n'était plus la serveuse intimidée, c'était une femme qui avait découvert sa force. Maître Olivier Rousseau et 5 autres avocats les suivaient. Et à la fin, presque invisible, Camille. « Continuez, monsieur le roi, dit Antoine, sa voix portant à travers la salle. Terminez votre numéro, ensuite ce sera notre tour. »
Thibault balbutia, tenta de continuer, mais les mots lui échappaient. Il termina en hâte, suant comme un porc. Maître Olivier Rousseau monta sur scène. Sans hâte, il connecta son ordinateur portable au système de sonorisation. « Mesdames et messieurs, écoutons d'abord l'audio réel de ce que Monsieur Leroy pense de la presse. » La voix de Thibault emplit la salle. « Ces journalistes sont tous des putes. On les achète avec de l'argent et de bons hôtels. Ils mangeront dans ma main. » Murmures indignés. Maintenant, à propos des photos retouchées. Un expert judiciaire monta sur scène, démontrant pixel par pixel comment les images avaient été manipulées. Quant aux documents falsifiés, un par un, tous les documents furent démontés. Mais le coup de grâce arriva quand Olivier montra des vidéos de Thibault négociant avec des criminels pour s'en prendre à Manon et à sa mère. Et finalement, dit Olivier, à propos de la démence de Monsieur Delacroix. Antoine monta sur scène. Il parla pendant 15 minutes d'éthique, de la façon dont la richesse sans humanité et pauvreté d'esprit, de la façon dont il avait trouvé en Manon la preuve que la bonté existe toujours. Quand il eut terminé, la moitié de l'assistance pleurait. La police entra ensuite. Thibault fut arrêté en direct, menotté sur la scène qu'il avait préparée pour son triomphe. Pendant qu'il était traîné, il criait à la persécution, à l'injustice, qu'il le regretterait. Personne ne le regretta. Un an plus tard, Manon obtenait son diplôme de pédagogie. Sa mère, Madame Sylvie Dubois, était au premier rang, en rémission complète après son traitement à la clinique Saint-Georges. Léa était à ses côtés, non plus en fauteuil roulant. Un traitement expérimental en Suisse avait fonctionné au-delà des espérances. Monsieur Antoine Delacroix pleurait sans aucune honte, le milliardaire qui avait trouvé une nouvelle famille. Camille Bonnet était là aussi, au fond, discrète. Elle avait purgé une peine alternative, effectué des travaux d'intérêt général, suivi une thérapie. Elle envoya des fleurs à Manon avec une simple carte. « Merci de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour choisir d'être meilleur. » Thibault, le roi, était en prison, condamné à 12 ans pour une liste de crimes comprenant l'extorsion, le faux et usage de faux, l'association de malfaiteurs et la fraude fiscale. Le matin d'août avait été vendu pour payer les amendes et les indemnisations. À sa place, un centre communautaire offrait un petit déjeuner gratuit aux personnes âgées démunies. À la fête de remise des diplômes, tandis que Manon dansait avec sa mère, Léa s'approcha de Monsieur Delacroix. « Papa, tu avais raison. » « À propos de quoi ? » ?»« À propos de la gentillesse sincère. Elle existe. Et quand on la trouve, on ne peut pas la laisser partir. » Monsieur Delacroix sourit, regardant Manon étreindre sa mère, toutes deux riant d'une blague particulière. « Sais-tu, Léa, ta mère m'a dit un jour que la vraie richesse ne se trouve pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce que l'on distribue. Manon m'a enseigné quelque chose d'encore plus profond. La richesse est de reconnaître la valeur des gens au-delà des apparences, de tenir la tasse quand les mains tremblent, de s'asseoir à table avec ceux que le monde méprise. » Cette nuit-là, dans la demeure des Delacroix, qui était désormais aussi le foyer de Manon, elle trouva Monsieur Delacroix dans la cuisine, préparant du café. « Laisse-moi faire, » dit-elle, prenant la cafetière. « Sais-tu, Manon, mes mains ne tremblaient pas vraiment, c'était du théâtre. Mais quand tu tenais la tasse malgré tout, c'était réel, c'était de l'amour. » « Je sais qu'elle ne tremblait pas, » Manon sourit. « Je l'ai remarqué la 3e semaine. Mais vous sembliez si seul que j'ai pensé que vous aviez besoin de quelqu'un pour tenir quelque chose, même si ce n'était pas la tasse. » Ils prirent le café en silence, deux survivants de mondes différents qui avaient découvert que la bonté n'a pas de classe sociale, que la dignité n'a pas de prix, et que parfois, juste parfois, tenir une tasse qui ne tremble pas est le geste d'amour le plus sincère que l'on puisse offrir à quelqu'un qui fait semblant d'avoir besoin, mais qui en a vraiment besoin, juste pas de l'aide que nous imaginons. Dehors, Lyon dormait. Mais dans la demeure des Delacroix, une famille improbable veillait, unie non par le sang, mais par quelque chose de plus fort, le choix délibéré de prendre soin les uns des autres, de voir au-delà des masques, de tenir non seulement des tasses tremblantes, mais des cœurs brisés, des rêves reportés, des espoirs presque perdus. Et ainsi, là où régnait jadis la solitude déguisée en richesse et la pauvreté masquée en indignité, quelque chose de rare et précieux a fleuri. Un amour véritable, de ceux qui ne s'enquièrent pas du solde bancaire, ne mesurent pas la valeur au patronyme, ne jugent pas le passé.
Il existe simplement, puissant et pur, à l'image du café de 6 heures du matin qui continuait d'être servi, désormais sur la table de marbre italien, mais avec le même soin que toujours, tiède à point pour ne pas brûler, assez fort pour éveiller, juste assez doux pour rendre la vie supportable. Car finalement, Manon l'avait compris, peu importe si les mains tremblent vraiment ou par stratagème. Ce qui importe, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un prêt à tenir la tasse. Et parfois, rien qu'en de rares occasions, cette personne peut tout changer.